Pascaline Dorge, qui va nous présenter l'évaluation de la microcirculation systémique via le gradient pression tissulaire, pression artérielle en CO2 au cours du vasospasme cérébral dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Exactement. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Pascaline Dorge et on va étudier l'évaluation de l'altération de la microcirculation systémique comme marqueur précoce de la survenue du vasospasme cérébral dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Tout d'abord, avant de parler de microcirculation, qu'est-ce que la macrocirculation? Ça correspond à des niveaux d'étude du trajet de l'oxygène allant du cœur vers les cellules. Et les paramètres associés à la macrocirculation sont la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température, le débit cardiaque notamment. Dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, sont annonciateurs du vasospasme cérébral, l'hypertension artérielle et l'hyperthermie. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il y a des altérations de la macrocirculation qu'on peut potentiellement percevoir au niveau de la microcirculation dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et c'est pour ça qu'on a réalisé cette étude. La microcirculation, c'est l'ensemble des vaisseaux de moins de 100 microns. Et la fonction microcirculatoire, c'est la principale condition à une oxygénation adéquate des tissus et au fonctionnement des organes. Au niveau systémique, en cas d'altération de la microcirculation, on retrouve des signes d'hypoperfusion périphérique, tels que les marbrures, les extrémités froides, l'oligoanurie. Et au niveau microscopique, on retrouve une perfusion hétérogène des capillaires, avec une baisse de la densité capillaire et une augmentation du nombre de capillaires qui vont présenter un flux réduit, voire même arrêté. Dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, la microcirculation qui a été étudiée, c'est la microcirculation cérébrale, où on retrouve une altération des cellules endothéliales, de l'autorégulation cérébrale notamment. Et donc nous, comme je vous ai dit, on a voulu aller plus loin et étudier la microcirculation systémique. C'est une étude, on a donc réalisé à Lariboisière entre juin 2020 et juillet 2021 une étude de cohorte monocentrique observationnelle avec comme critère d'inclusion les sujets admis en réanimation chirurgicale pour une hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique. Étaient non inclus alors les hémorragies sous-arachnoïdiennes traumatiques, les sujets mineurs et les femmes enceintes. Et l'évaluation de la microcirculation systémique, elle a été faite via le capteur de PTCO2 au lobe de l'oreille. C'est un outil non invasif qui est placé au lobe de l'oreille et qui recueille la pression tissulaire en CO2. Et grâce à cette pression tissulaire en CO2 et au gaz du sang itératif artériel réalisé, on a pu calculer un gradient qu'on appelle le gradient de PTA-CO2 qui correspond à la différence entre la pression tissulaire en CO2 et la pression artérielle en CO2. Et c'est ce gradient reflet de la microcirculation systémique qui nous intéresse. La population d'études est la suivante. On a recueilli les données pour 34 patients qui avaient un âge médian de 51 ans. Le score WFNS à l'entrée des sujets, reflet de l'altération clinique due à l'hémorragie sous-arachnoïdienne, était plus délétère en cas, était plus grave en cas de score MRS à la sortie de réanimation délétère. Il en était de même pour le score IGS2, qui est le score de gravité initiale des patients. Le score de Fischer représentant la gravité radiologique de l'hémorragie sous-arachnoïdienne était comparable, quelle que soit l'évolution des sujets, qui présentent ou non un vasospasme cérébral et qui aient ou non un score MRS à la sortie de réanimation défavorable. La durée de séjour, pareil, elle était en médiane de 17 jours et elle n'était pas significativement changée que les sujets aient ou non un vasospasme cérébral et qu'ils aient un score MRS défavorable. Le résultat principal est le suivant. On retrouve, donc, a été calculé le gradient de PTA-CO2 à J1 au moment de l'entrée des sujets en réanimation chirurgicale et on a comparé en fonction de l'évolution des patients ce gradient. Ce qu'on remarque, c'est qu'à J1, les sujets qui vont présenter un vasospasme cérébral ont un gradient de PTA-CO2 qui est significativement augmenté par rapport aux sujets qui ne vont pas présenter de vasospasme cérebral. Il est de 17 mm de mercure vs 13 mm de mercure si on n'a pas de vasospasme au cours du séjour. Ce qu'on remarque, c'est que, quelle que soit l'évolution des sujets, que ces sujets présentent ou non un vasospasme cérébral, qu'ils aient un score MRS à la sortie de réanimation défavorable ou non, le gradient de PTA-CO2 est, dans tous les cas, dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, élevé. Une norme du gradient de PTA-CO2, c'est entre 5 et 10 mm de mercure pour des sujets sains. Et là, on voit qu'on est au-delà. On a une vraie altération du gradient de PTA-CO2 et donc une vraie altération de la microcirculation systémique. Concernant l'évolution du risque individuel de survenue du vasospasme cérébral,
on voit que la PTA CO2 présente un hazard ratio de 1,04 et c'est significatif. Ce qui signifie que pour chaque augmentation de millimètres de mercure du gradient de PTA CO2 par jour, il y a une augmentation du risque de survenue d'un vasospasme cérébral qui est de 4%. Ces données de la microcirculation systémique, comme je vous ai dit au début, on n'en avait pas dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Par contre, on en a dans le traumatisme crânien. Dans le traumatisme crânien, il y a des modifications inflammatoires avec une augmentation de la production de cytokines, une baisse du NO qui est produit par les cellules endothéliales et qui va entraîner la production de radicaux libres oxygénés. Et ces modifications inflammatoires expliquent les altérations de la microcirculation systémique connues dans le traumatisme crânien. Et on pense que dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, ces mêmes modifications avec une inflammation systémique qui survient, comme je vous ai rappelé au début, les signes d'altération de la macrocirculation avec l'hyperthermie, l'hypertension artérielle spontanée, eh bien on pense que c'est ces modifications systémiques qui expliquent les altérations de la microcirculation. En conclusion, on retrouve un gradient de PTA-CO2 qui est augmenté dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne et donc une altération de la microcirculation systémique avec un gradient de PTA-CO2 qui est plus élevé en cas de vasospasme cérébral. Et on retrouve également une valeur prédictive de ce gradient dans la survenue du vasospasme cérébral. Il y a de nombreuses limites, on peut en discuter si vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a de nombreuses données cliniques des sujets qui présentent donc, cette hypertension artérielle, une température et des signes de plégie, des signes déficitaires nouveaux, plégie, parésie, acalculie, troubles des fonctions supérieures. Une définition, des données également biologiques avec un syndrome inflammatoire biologique, une hyponatrémie souvent par SI-ADH, des dopplers transcrâniens qui montrent des vélocités moyennes qui s'accélèrent. Et enfin, si on a toutes ces données clinico-biologiques, on va à l'angioscanner cérébral où la définition, c'est une baisse une réduction du calibre des artères cérébrales d'au moins 50% par rapport à une imagerie de référence. Et à ce moment-là, on passait à l'angiographie cérébrale et on réalisait soit une vasodilatation mécanique, soit une vasodilatation chimique intra-artérielle, souvent par nimodipine, et s'associer dans le traitement du vasospasme. Bon, là, après, ça rentre un peu plus loin, mais le traitement du vasospasme, il y avait également une vasodilatation chimique, mais intraveineuse par milrinone, ce qui est encore démontré. Donc ce sont tous des vasospasmes confirmés angiographiquement, exactement, symptomatiques, oui, et traités, avec en neuroradiologie interventionnelle. Alors, ils n'étaient pas systématiquement... En fait, c'était à l'appréciation du neuroradiologue interventionnel. Mais ils ont tous été traités. Exactement. Voilà. Oui. Marie, vas-y, tu avais levé la main. Nicolas. Vous aviez des données pour ces patients de macrocirculation Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait une différence, par exemple, de débit cardiaque entre les deux groupes? Alors, est-ce que vous avez quand même des groupes qui sont assez différents? Alors, oui, bien sûr. Qui va avec, c'est est-ce que vous avez d'autres données de microcirculation, notamment des données de microcirculation sur plein de boîtes, puisque là, en fait, ce que vous êtes c'est pour moi difficilement imaginable qu'une altération de la microcirculation du lobe de l'oreille, finalement, cutanée, reflète une altération au niveau cérébral. Oui. Alors, première partie de la question, données du débit cardiaque, non. C'était rare que les sujets soient intubés, qu'on puisse leur mettre notamment un Doppler œsophagien. Il y avait de temps en temps une échographie cardiaque qui était réalisée, mais c'était surtout à l'entrée, surtout s'il y avait des signes en faveur d'une cardiopathie aiguë de stress, mais ce n'était pas systématiquement, parce que ce n'étaient pas des sujets qui étaient en état de choc. La macrocirculation, elle était préservée. Et voilà. Ensuite, on a des données de température, de fréquence cardiaque et de pression artérielle. Et c'est significativement différent pour la pression artérielle en fonction de la survenue ou pas du vasospasme cérébral. Et ça, on s'y attend parce que c'est connu. Par contre, pour tout ce qui est fréquence cardiaque et température, c'est pas significativement différent parce qu'il y a une incidence non négligeable de ce qu'on rattache au sepsis dans cette population d'études.
Ensuite, pour l'étude de la microcirculation systémique par le gradient de PTACO2, c'est une des principales limites de l'étude. Il n'y a pas du tout de données de l'étude de l'hémorragie sous-arachnoïdienne par cette méthode, mais par contre, ça a été, le gradient de PTACO2, notamment au lobe de l'oreille, ça a été beaucoup étudié dans les états de choc septique, et c'est en faisant ce parallèle qu'on a décidé de prendre cette méthode qui paraissait la plus faisable possible avec le temps qu'on avait par les équipes et de former le plus rapidement possible les équipes. Et enfin, on n'avait pas d'autres méthodes d'étude de la microcirculation, on n'avait pas du tout accès à l'imagerie sublinguale, par exemple. Je ne sais pas si je réponds à tout. Si, merci beaucoup. Nicolas, tu avais dit? Ah, elle a répondu. Le score de Fischer, il était établi que à l'entrée. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Le score de Fischer, il était établi que à l'entrée, que sur l'imagerie initiale, que sur le scanner cérébral non injecté initial. Et le gradient de PTACO2, il était mis après qu'il y ait le scan, enfin, quand le sujet arrivait en réanimation et après que le diagnostic ait été fait. Je ne suis pas sûre de comprendre bien le lien avec... Ouais. Non. Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas le graphique que vous avez montré, si c'est le vôtre ou pas, sur l'évolution du gradient de CO2 en fonction du temps. Est-ce que vous avez regardé, du coup, chez les malades qui ont eu un traitement endovasculaire ou pharmacologique du vasospasme, si ça changeait avant ou après? Non. Si ça rebaissait derrière ou s'il y avait des choses comme ça? Non, ça on n'a pas regardé sur le avant-après, après traitement. C'était ma question aussi, c'est-à-dire que vous le mesurez à J1. Ouais. Or, le vasospasme, c'est quelque chose qui va survenir, disons, une petite semaine après. Donc, un paramètre qui, à l'arrivée, nous prédit quelque chose qui est difficile à diagnostiquer. Et tu nous as bien rappelé tout le cheminement qui nous conduit au traitement d'un éventuel vasospasme. Donc, vous l'avez mesuré à J1, vous l'avez mesuré à d'autres? Oui, sinon on n'aurait pas pu faire ce hazard ratio. D'accord. Et est-ce que vous avez vu, par exemple, si j'ai un gradient qui est élevé à J1, mais qu'après il se corrige, parce que, je ne sais pas, j'ai corrigé des paramètres macro-hémodynamiques, j'ai fait un peu plus d'expansion volémique, etc. Est-ce que ça, c'est prédictif, enfin, ça annule un peu la prédiction, ou est-ce que ça reste fortement corrélé à ça? Encore une fois, on est sur 34 sujets avec des gradients chez 16 sujets. Il y a eu beaucoup de patients qui ont été non inclus finalement parce que des difficultés multiples de recueil du gradient. Tu nous as dit que c'était en 2020, donc on se souvient bien. 2020-2021, on se souvient bien de ce qu'on faisait à ce moment-là. Voilà, mais... Donc bravo déjà. mais j'ai oublié la question initiale. Non, de le mesurer à plusieurs reprises et puis de voir son évolution. Ce que je ne vous ai pas tout montré, on a un graphique de régression non appareillée qui montre que en cas les sujets qui ne vont pas présenter de vasospasme, eh bien, il y a une normalisation progressive de ce gradient, alors que les sujets qui vont présenter un vasospasme vont aussi avoir une normalisation, mais beaucoup moins, avec une pente beaucoup moins importante. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, c'est le problème de la généralisation de ces résultats, et comme il n'y a pas d'autres données, ça fait pas partie de ça fait pas partie de la prise en charge spécifique, mais ça fait partie de la réflexion qu'on peut avoir chez ces sujets. Peut-être une petite dernière question sur là aussi, c'est sans doute le sous-groupe de patients les plus graves, mais je ne sais pas si vous mettez des PTiO2 ou des SVJO2. Est-ce que SVJO2, oui. SVJO2, est-ce que ça c'était corrélé quand le gradient était élevé? Non, ça n'a pas été regardé. D'accord. Et il y en avait pas pour essayer d'avoir d'autres paramètres un peu d'oxygénation et de voir si ça suit parfaitement, c'est aussi un argument en plus en faveur. Pas d'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation.